Le quantique, Marjorie, vous allez en parler avec vos invités dans un instant, mais on va commencer à introduire le sujet. Il est vrai qu'ici, le quantique a tout son espace, largement, imaginez bien, plus de 80 équipes de recherche y travaillent, des laboratoires, des écoles, des chercheurs, des centres de R&D, publics, privés. Mais où est-ce qu'on en est très concrètement, après tout, sur le quantique? Eh bien, pour introduire ces échanges, je suis ravie d'être avec vous, Jean-François Roch. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous qui êtes professeur de technologie quantique à l'École normale supérieure Paris-Saclay et qui est notre hôte un petit peu aujourd'hui, merci à vous. Et Paris-Saclay, c'est le berceau de la seconde révolution quantique. Quand on dit ça, c'est énorme. Mais expliquez-nous pourquoi je dis ça finalement. Alors on le dit parce que la mécanique quantique a été inventée au début du XXe siècle. Elle s'est développée, elle a donné naissance à plein d'objets concrets qu'on utilise aujourd'hui, comme les lasers, comme tous les systèmes à base de matériaux semi-conducteurs. Mais dans les années 70-80, il y a eu des travaux très fondamentaux qui ont été menés dans les laboratoires aujourd'hui, de ce qu'est aujourd'hui l'Université Paris-Saclay, qui ont conduit à des grandes découvertes et sur lesquels ce sont ces découvertes aujourd'hui qui fondent, qui donnent les éléments de base des technologies quantiques. Alors on peut penser par exemple aux travaux d'Alain Aspect sur les inégalités de Bell, qui a donné lieu au développement sur ce qu'on appelle l'intrication quantique, le fait que deux systèmes quantiques vont être tellement mélangés que ça n'a plus de sens de les séparer. Il y a les travaux au CEA de l'équipe Quantronic, où ils se sont intéressés à qu'est-ce qui se passe quand on conduit un courant, mais à la limite ultime où ce courant n'a plus qu'un seul électron à la fois qui va aller dans une résistance ou dans un condensateur. Voilà, donc c'est tout cet ensemble qui a permis en fait de créer les bases de la mécanique quantique. C'est ici aussi qu'ont été développés les premiers systèmes de cryptographie quantique par Philippe Grangier et ses équipes sur le développement en fait de systèmes parfaitement sûrs. Donc historiquement, on entend bien au travers de ce que vous dites, c'est ici que beaucoup de choses les fondamentaux se sont posés. Et puis il y a une sorte d'imbrication qui est structurante, fondamentale pour continuer d'avancer. Cette interdisciplinarité qui est majeure pour continuer à guider les travaux et les avancées, elle doit se penser aussi dès la formation. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous voulez miser absolument. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Il est nécessaire, en fait, Paris-Saclay, c'est aussi le lieu d'un écosystème. C'est-à-dire, il y a à la fois des laboratoires de recherche fondamentaux, il y a à la fois la présence de grands groupes industriels, il y a Atos sur le calcul quantique, on va les revoir après, qu'on verra après. Il y a Thales qui a son centre de recherche qui travaille sur le développement des capteurs quantiques, c'est-à-dire des systèmes qui vont permettre de faire des mesures là où les autres capteurs deviennent inopérants, et ça aura certainement une très grande importance dans les développements de l'industrie du futur. Et toutes ces approches-là nécessitent en fait d'avoir une double vision. Une vision à la fois scientifique et ingénierie. Ça, c'est un premier point. Et là aussi, à l'Université Paris-Saclay, on a la chance d'avoir à la fois des grandes écoles d'ingénieurs et des formations universitaires au sens plus traditionnel. Bien sûr. Et il y a aussi le besoin d'avoir, et ça c'est peut-être plus spécifique à notre domaine, de faire naître une nouvelle génération où certaines barrières vont disparaître. Et où, par exemple, on a besoin aujourd'hui d'avoir, pour beaucoup d'entreprises, d'avoir un vivier d'étudiants qui seront formés à la fois à la physique, à l'informatique, qui pourront parler les deux langages, avoir les deux visions. Et c'est ce qu'on a essayé à notre échelle d'anticiper au niveau de l'université et à l'ENS avec la création d'un parcours d'une année qu'on a appelé Artec, année de recherche en technologie quantique, où les étudiants sont immergés à la fois dans la recherche, mais en même temps avec cette double vision physique et informatique sur tous les sujets. On essaye de faire ça. On entend bien, donc c'est l'importance majeure de cette symbiose entre communauté scientifique et communauté d'ingénieurs pour semer des nouvelles graines d'étudiants. C'est pas une génération spontanée, il faut la faire. Oui, mais finalement tout se fait. C'est ça la pulsion de la vie, vous voyez. Mais il n'empêche que ça va vers où, et ce sera peut-être un petit mot de conclusion avant de passer le relais à la table ronde derrière, vers l'international. L'idée, c'est d'envoyer un signal quand même au-delà des frontières.
Voilà. Aujourd'hui, en fait, ce domaine des technologies quantiques est quelque chose qui va très vite. On le voit, il se développe dans tous les grands pays industrialisés, en Europe, aux États-Unis, en Chine, et même d'une certaine manière avec une compétition à la fois bienveillante et motivante entre les pays européens. Chaque pays lance son plan quantique avec beaucoup de financement, et c'est cette dimension-là qu'il ne faut pas perdre de vue, avec quelque chose qui va peut-être nous caractériser dans l'évolution, qui est une dimension qu'on peut appeler de science pratique. C'est-à-dire la physique quantique était vue comme quelque chose de très fondamental. Aujourd'hui, c'est devenu un des objets technologiques, et le développement de ces objets technologiques, j'en suis certain, va poser des questions fondamentales très nouvelles, un peu comme cela a été avec le développement des technologies à base de semi-conducteurs. La physique des semi-conducteurs s'est développée à partir de travaux très fondamentaux, en particulier aux États-Unis, en France aussi, à cette époque, dans les années 60. Et le développement de l'industrie a reposé plein de problèmes qui a donné lieu à toute la physique de la matière condensée aujourd'hui. Je suis sûr que les technologies quantiques vont le faire, et peut-être d'une manière plus vaste entre physique, informatique et dans d'autres domaines. Et on va les entendre justement, on va continuer à poursuivre ce que vous venez d'introduire et de poser, Jean-François Roch. Marjorie, en effet, là, on vous retrouve maintenant avec des acteurs du quantique au quotidien. Et c'est un parfait teaser, justement, que ce que vous venez d'amener avec Jean-François Roch. Sandra, vous le disiez, la vie, oui, le quantique, c'est la vie, et c'est même plus, on va le voir, justement, parce que j'ai beaucoup de chance, moi. Je suis en compagnie des artisans de cette révolution quantique. David Boschetto, pour le CNRS et l'École Polytechnique, bonjour à vous. L'Insta, oui. Thomas Rivera pour Orange, bonjour. Bonjour. Mais aussi, attention, roulement de tambour, la star du moment, le fer de lance de la France dans le quantique, et qui attire évidemment la convoitise des Vici en levant 25 millions d'euros. J'ai nommé, attention, pas trop de pression sur vos épaules, Georges-Olivier Raymond, vous êtes le CEO de Pascal, bien sûr. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis l'un de nos plus grands groupes qui est embarqué dans la course à la suprématie quantique, qui, évidemment, on n'oublie pas les défis que ces technologies posent en matière de big data et de sécurité. On va y revenir quasiment tout de suite avec vous, Philippe Duluc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CTO Big Data et Sécurité pour Atos, bien évidemment. D'abord, j'ai envie de vous dire que le calcul quantique arrive. Jusque-là, on va tous être d'accord autour de cette table. Oui, mais comment ? Oui, le calcul quantique arrive. On sait que c'est un domaine extrêmement complexe sur lequel on avait beaucoup d'interrogations, et on se rend compte au fur et à mesure du progrès technique, du travail des académiques, des startups, des grands groupes, que ce n'est plus qu'une question de quelques années, notamment pour avoir un premier niveau de calcul quantique qui est assez limité dans le temps, ce qu'on appelle le NISQ, pour Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. Donc c'est quelques qubits sans correction d'erreur, et ça, on attend ça pour 2023, Atos s'est engagé dans une démarche de fournir des supercalculateurs qui sont accélérés par le quantique aux alentours de 2023. Donc on peut véritablement dire que c'est pour demain. Oui, parce que c'est ce que je voulais vous dire. Pour arriver au calcul quantique, encore faut-il les machines qui vont avec. Et là, ce n'est pas un mauvais jeu de mots que de dire qu'on fait un saut définitivement quantique en matière d'ordinateurs et de supercalculateurs. 2030, vous l'avez dit, 2023, pardon d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est vraiment la deadline en matière de calcul quantique. Ce premier accélérateur, il va sortir de terre, on en est sûr, certain. On peut le signer, là, tout de suite. Nous, c'est un peu un engagement qu'on a pris. Oui, Georges, on va venir à vous tout de suite dans un instant pour en parler avec Pascal, bien sûr. Oui, effectivement, c'est une première étape. C'est pas encore en production dans les centres de données des clients, etc. Mais c'est une première étape qui permettra de démontrer la réalité de l'accélération quantique pour un certain nombre d'applications. Pas toutes, mais un certain nombre d'applications. On pense notamment à des applications en optimisation combinatoire ou en chimie quantique. Voilà deux sujets qu'on va pouvoir tester dès 2023 grâce à ce qu'on appelle du calcul quantique hybride, c'est-à-dire qui repose sur des capacités classiques mélangées avec des capacités quantiques. Et c'est ça qu'on va tester en 2023, d'ailleurs en liaison avec des partenaires dont Pascal est ici présent et avec d'autres, parce que c'est vraiment un travail collaboratif que de développer ce genre de choses. Il faut des chercheurs, le monde académique, des startups, des grands groupes comme le nôtre, et il faut aussi, ne les oublions pas, des utilisateurs, parce qu'il n'y aura pas... L'enjeu, c'est quand même le développement d'une industrie quantique en France. C'est ça l'enjeu. Et
pour qu'il y ait une industrie, il faut qu'il y ait des utilisateurs finaux, il faut qu'il y ait des applications. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pendant longtemps, par exemple, sur l'industrie de la réalité virtuelle, pour en citer une autre, on a attendu une masse critique des utilisateurs. On pouvait mettre au point les plus formidables technologies en matière de réalité mixte, par exemple, sans utilisateurs, pas de débouchés. Et pas surtout de cas concrets d'utilisation. Là, le quantique, on a des cas très précis. Alors, on a peut-être l'habitude, et je ne voudrais pas faire de la science de comptoir ou de la mauvaise science-fiction en matière de quantique, mais on a coutume de dire que si le quantique arrivait à ses fortes potentialités aujourd'hui, si ça avait été le cas en 2020-2021, on aurait pu aller encore plus vite en matière de recherche et de vaccins contre la Covid. Sans doute. C'est une des applications qui aurait été possible. Puisqu'on est là dans le domaine de la chimie quantique, on peut penser qu'effectivement, une des applications du quantique, c'est la simulation de molécules, c'est analyser la forme que prennent des molécules avec beaucoup d'atomes, parce que les liaisons chimiques dépendent effectivement de la forme en 3 dimensions de ces molécules. Et ça, c'est un problème effectivement d'optimisation combinatoire, sur lequel le quantique peut amener des solutions. Et vous parliez de ce triptyque qui est fondamental en matière de développement quantique et de recherche quantique. J'ai envie de vous en proposer un autre. Les 3 ingrédients sans lesquels justement cette marche vers le quantique n'est pas possible. Il y a du hardware, il y a du software et il y a des applications aussi. Est-ce qu'Atos fait partie des groupes européens qui peuvent réussir à combiner cette recette ? Absolument, parce qu'il n'y aura pas d'ordinateur quantique si on ne développe pas de la même façon le hardware, c'est-à-dire le côté physique, les qubits, le software, mais aussi le middleware, tout ce qui permet un fonctionnement d'un supercalculateur hybride avec des accélérations quantiques, et bien entendu, comme je le disais, des applications. Sans application, il n'y aura pas d'industrie du quantique. Donc il faut développer les 3, et Atos s'est engagé, lui, depuis 2016-2017, dans la partie middleware software, si bien qu'on a fourni une première plateforme de simulation qui s'appelle la QLM. Et sur la partie hardware, il y a eu beaucoup d'investissements du monde académique, mais aussi de plus en plus de start-up, dont Pascal par exemple. Et c'est sur eux que l'on compte sur la partie hardware. Et sur les applications, eh bien, on compte évidemment sur les utilisateurs. J'en citerai 2 qui sont un peu précurseurs en France sur le sujet, que sont par exemple Total et EDF. On va revenir dans un instant justement à cette bataille qui se met en ordre de marche entre tous les acteurs mondiaux sur les technologies quantiques au pluriel pour obtenir surtout cette suprématie quantique. Sans ordinateur quantique et supercalculateur, pas de suprématie en vue. Mais justement, vous êtes extrêmement nombreux à vouloir vous imposer sur ce futur marché et en la matière. Comment est-ce qu'on peut avoir les idées claires surtout sur qui est vraiment en train d'aller vers cette suprématie quantique? Est-ce qu'il y a un outil qui nous permet d'y voir plus clair, un outil objectif? C'est vrai que c'est aujourd'hui une difficulté que peuvent ressentir les utilisateurs, c'est de dire mais comment je peux comparer les différentes technologies? On a beaucoup de technologies très différentes, tout le monde parle de qubits, alors c'est 1000 qubits, 1 million de qubits, 30 qubits, on ne sait pas très bien faire la part des choses, et c'est pour ça que du côté d'Atos, on a annoncé la fin de l'année dernière un nouvel outil de mesure, de benchmark, pour comparer les processeurs quantiques entre eux, pour comparer entre elles les différentes technologies et avoir la réalité d'une vraie unité de mesure qui dépendent finalement de la vitesse avec laquelle un processeur quantique peut tourner sur une application. Donc c'est une application d'optimisation combinatoire et en fait on va pouvoir comparer toutes les technologies quantiques pour voir avec quelle façon elles vont arriver à résoudre ces problèmes d'optimisation combinatoire. Donc, et ça, on pense que c'est quelque chose d'assez intéressant pour les utilisateurs, pour justement comparer entre eux les technologies et faire des choix éclairés. Est-ce que Pascal est justement sur cette échelle de Richter des qubits ou pas du tout? Vous l'avez déjà mesuré? On en a bien entendu parler, c'est des choses qui sont en cours. Justement, Jean-Olivier Raymond, vous l'avez compris, on se tourne vers vous, évidemment, puisque, je le disais, sans supercalculateur, sans ordinateur quantique, pas de suprématie quantique. Or, vous portez tous les espoirs d'une nation, de l'Hexagone. Je vous le dis tout de suite comme ça. Merci. C'est vrai que ce plan, absolument, mais c'est vrai que ce plan quantique, ici porté à sa clé par le président de la République il y a à peine quelques mois, quelques semaines, c'était au mois de février si je ne dis pas là aussi de bêtises, fait que vous êtes mis en avant. Et puis cette levée de fonds de 25 millions d'euros, évidemment, remet beaucoup d'attention sur vos produits et sur les développements actuels. Est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes un pur produit de Paris-Saclay ? Je pense pas, non, pas du tout. J'ai moi-même fait ma thèse ici, sur le plateau de Saclay, c'était il y a quasiment 20 ans.
Et mes travaux de thèse, c'était les travaux pionniers de la technologie de Pascal. Donc, en plus, et qui était dirigé par Philippe Grangier. C'est lui qui avait eu cette idée-là. J'ai été formé avant à Paris-Saclay. Et après, il y a des chercheurs du CNRS qui ont repris le flambeau, après moi, qui sont à l'Institut d'optique, donc sur le plateau de Saclay, et qui développent cette technologie depuis plus de 20 ans maintenant. Et la technologie est vraiment 100% saclésienne, c'est ce qu'il faut dire. Disons-le, saclésienne, on valide. Elle a émergé en France avant les Américains, pour le dire vite, qui nous ont plutôt suivis sur ce mouvement-là. Donc vraiment, c'est 100% de Saclay, et dans nos produits, dans notre processeur, on a des fournisseurs qui sont essentiellement européens et même principalement français pour les composants les plus clés, par des gens qui ont été aussi formés à Saclay. Et ça, c'est notable en matière de réindustrialisation européenne et d'indépendance et de souveraineté aussi numérique, faut-il le dire. Pascal n'a que 3 ans, mais vous êtes déjà imposé dans le domaine du calcul. 2 ans même, vous voyez, je vous donnez un petit peu plus que votre âge, excusez-moi. Vous êtes déjà imposé dans le domaine du calcul quantique. Le quantique, ça va accélérer énormément de choses, la puissance de calcul, mais visiblement la maturité des entreprises aussi. Alors, ça va accélérer la puissance de calcul, ça va être un complément au calculateur classique. Ouais. Et comme l'a dit Philippe juste avant, c'est que c'est en train d'arriver. Bien que ce soit extrêmement complexe, les progrès sont foudroyants. Moi, je vous dis, il y a 20 ans, pendant ma thèse, j'aurais jamais cru qu'on en serait là aujourd'hui. Les progrès sont foudroyants. Toutes les étapes toutes les démonstrations de principe ont été validées avec succès. Aujourd'hui, on commence à mettre en place les premières démonstrations applicatives, notamment on parle de suprématie quantique. Ça reste encore très spécifique des applications, et l'enjeu, ça va être de passer à l'échelle et d'atteindre cet avantage quantique à un niveau industriel. Et à Pascal, on a la technologie justement pour ça, donc cette technologie développée ici en France, à base d'atomes neutres. Sa grande force, c'est qu'elle est simple à mettre en œuvre. En fait, on n'a pas besoin de refroidir, ça se passe à température ambiante, on n'a pas besoin de refroidir notre processeur. On utilise des atomes, on les prend dans la nature, on n'a pas besoin de les fabriquer, ils sont tous identiques. Et enfin, voilà une filière 100% européenne. Donc si je comprends bien, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des atomes. C'est une bonne nouvelle. Alors on a beaucoup parlé de ces géants mondiaux, on va quand même appeler un chat, on va les citer, Google, IBM, qui chacun réclame déjà l'avantage quantique et la suprématie quantique. Vous pensez pouvoir leur griller la priorité, vraiment? Oui, bien sûr. Et en fait, on l'a déjà fait, nos partenaires académiques l'ont déjà fait. C'est un papier qui va être publié dans la revue Nature dans les semaines qui viennent. C'est pour des applications scientifiques, mais c'est une application. Et ce qui a été démontré jusqu'à présent par les autres géants, c'est un peu éthéré, il n'y a pas de réalité derrière d'application. Après, quand même, pour pondérer un peu ce que je dis, on n'a pas encore le même degré de contrôle des processeurs que les géants américains. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir beaucoup de qubits. Enfin, c'est vraiment la métrique qui compte. Et c'est là d'où va venir le premier avantage. On travaille avec EDF, qui est aussi sur le plateau de Saclay, juste à côté. Donc c'est un partenaire. Et ils sont venus nous voir avec un problème en tête qu'ils ont en interne. Donc un vrai problème qui est j'ai une flotte de voitures électriques, j'ai un certain nombre de stations de recharge, et comment je trouve le meilleur planning pour contenter tout le monde, pour minimiser le temps de recharge de l'ensemble de la flotte. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement dur à traiter pour un ordinateur classique. Et le processeur de Pascal, il est particulièrement bon pour ce genre de problème-là. Et on imagine qu'il y aurait un intérêt pour EDF à passer sur notre technologie par rapport aux technologies classiques d'ici 2023-2024. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Autant Philippe a une deadline, si j'ose dire, à 2023. Vous, c'est 2024, 2025 presque. C'est le cap pour cette ambition qui est clairement affichée. Vous avez raison de ne pas la voiler, devenir le leader mondial du calcul quantique. Oui, absolument. Donc ça passera par faire cette démonstration d'avantage à un niveau industriel. Ça va passer aussi par mettre à disposition cette force de calcul. Donc c'est pour ça qu'on a des partenaires, notamment avec Atos, pour s'intégrer dans l'écosystème classique, avec des opérateurs de HPC. Aujourd'hui, la technologie de Pascal, elle a été sélectionnée au niveau européen pour venir équiper des centres de calcul, en Allemagne et en France. Donc ça va passer par ça, mettre à disposition cette force de calcul, et ça va passer aussi par recruter des talents. Donc là, je m'adresse aux étudiants qui nous écoutent, j'espère qu'il y en a.
construire un ordinateur quantique, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le défi du 21e siècle. Donc si vous êtes ingénieur, passionné de technologie, Pascal, c'est fait pour vous. Hein. Moi, je compare ça à la nouvelle conquête spatiale. Donc, ici, il y a plein de postes qui sont ouverts. Allez voir sur le site. Et on organise aussi une journée porte ouverte le 4 juin, donc ouvert aux étudiants. L'inscription, c'est sur le site, sur notre page carrière. Donc, c'est ouvert maintenant. On vous attend nombreux. Rendez-vous est pris. Quantum is the next frontier. Là aussi, si je vous entends bien. Vous allez voir comme la vie est bien faite. Vous me parliez de talent. Eh bien, je vous présente à la personne qui peut vous aider justement à encore plus les mettre en valeur, nous aider à mieux appréhender la physique quantique, nous former en la matière et surtout transmettre ses savoirs. C'est vous, cette personne, Davide Boschetto, évidemment. On a envie de se dire que le futur proche surtout, peut-être même proche surtout, sera quantique ou ne sera pas. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mieux former ces ingénieurs? Je crois qu'il y en a quelques-uns ici sur le plateau de Saclay. Comment on fait pour mieux les accompagner vers cette formation en quantique? Alors, je dirais qu'il faut tout d'abord structurer cette formation en physique quantique. Donc il faut former bien évidemment à partir des bases, donc les fondements de la physique quantique, et après aussi pouvoir proposer des cours plus spécialisés. Je dirais qu'il faut aussi sensibiliser les élèves, bien sûr, et les étudiants à l'importance donc, de cette discipline. Et donc je dirais aussi qu'il faut, donc, dans ces processus de formation, il ne faut pas oublier aussi les ingénieurs qui travaillent déjà, qui sont déjà actifs dans le domaine. Ça, c'est très important parce que quand on parle de formation, on parle de tous ceux qui vont venir, tous ceux qui vont faire donc, de la technologie après, mais il y en a qui en font déjà et qui vont être là pendant longtemps encore. Et il ne faut pas oublier donc, cet aspect de formation continue, si on veut, de ces ingénieurs qui vont être face à une nouvelle technologie. C'est une vraie technologie de rupture qui n'a plus rien à voir avec les technologies classiques avec lesquelles ils avaient l'habitude de travailler. Donc c'est important de former tout le monde et de sensibiliser à cela. Une technologie de rupture avec un grand R. Comment est-ce qu'on fait justement pour mieux aller chercher les entreprises sur ce chemin de la formation continue en matière de quantique? On se dit quoi? On se dit qu'on essaie de les sensibiliser au fait que justement il faut avoir des MOOC par exemple comme le vôtre, qui est d'ailleurs je crois le premier MOOC francophone en matière de quantique, et qui a réuni près de 50 000 participants, c'est ça, jusqu'à 50 000 utilisateurs pour ce MOOC. On verra tout à l'heure, on peut évidemment retrouver tous ces cours. Ça passe par ça, par ces outils pour nous permettre d'apprendre en permanence? Alors moi je dirais que ça passe par une diffusion du savoir qui ne soit pas, je dirais, uniquement pour une niche de personnes privilégiées. C'est vraiment pour tout le monde. Il faut savoir, à mon avis, tout le monde peut apprendre la physique quantique si on a des bonnes bases en sciences de façon générale. On connaît les maths, on connaît la physique. On peut apprendre la physique quantique. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux scientifiques fous. Il faut juste se donner les moyens. Et c'est je dirais, au monde académique de fournir ces moyens pour que les élèves et les étudiants puissent se mettre à apprendre davantage de la physique quantique. Donc le quantique, c'est pas si stratosphérique que ça, en réalité. Non. On peut être des monsieur et madame Jourdain du quantique et faire de la prose en quantique, on peut y arriver. Mais c'est déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que même moi, je peux réussir il faudrait une base, évidemment, en mathématiques et en physique, mais alors, je ne peux pas. Veux dire, on peut, bien entendu... On peut réussir grâce à vous. Je rappelle que donc ce MOOC, le MOOC de Davide Boschetto, vous pouvez retrouver un lien pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Ça se passe dans l'espace vidéo de notre plateforme. Et puis un dernier exemple qu'on peut prendre quand même pour illustrer évidemment cette inventivité du quantique, c'est la cryptographie. Jean-François Roch en parlait tout à l'heure. La cryptographie, ça nous permet finalement de mieux paramétrer la façon dont tout l'écosystème du quantique se met en ordre de marche. Disons que l'avantage de la cryptographie quantique, c'est ça nous permettrait d'avoir un canal de communication qui soit sûr à 100%. Donc pour tout ce qui est un transfert de données sensibles, comme les données bancaires par exemple, ou toute autre donnée sensible, on peut avoir donc une sécurisation 100%. C'est là dû à la nature même donc, des processus quantiques. En fait, il faut savoir que quand deux particules sont intriquées, sont dans un état qui est dit intriqué, ou même de façon générale, en physique quantique, chaque fois que vous faites une mesure, vous allez changer l'état du système que vous êtes en train de mesurer. Donc, ce changement en fait d'état fait qu'on peut toujours détecter s'il y a un espion qui est en train
qui veut détecter ce qu'on est en train de communiquer. Donc du coup, cela permet vraiment une sécurité 100%. Le quantique, c'est du très concret, on le voit avec vous, messieurs. Et je vois Thomas Rivera qui acquiesce, évidemment, parce que, on le disait tout à l'heure avec vous, notamment Philippe, pour réussir à mettre vraiment en ordre de marche cet écosystème du quantique en France et en Europe, il nous faut du hardware, il nous faut du software, il nous faut des applicatifs. Bref, pas de tuyaux, pas de data, pas de quantique, pas de calcul possible. Évidemment, c'est là où vous intervenez, Thomas, puisque vous êtes Research Project Manager pour Orange. Et Orange est en train d'installer 60 km de fibres qui vont permettre ces usages quantiques. Tout à fait. Donc Orange est coordinateur d'un projet qui s'appelle Paris Région QCI. Alors QCI, ça veut dire Quantum Communication Infrastructure. Donc des communications, en gros, un réseau compatible avec les technologies quantiques. Et l'objet, c'est donc en fait dans ce projet, il y a 11 partenaires, aussi bien des grands groupes que des start-up du quantique et des laboratoires académiques. Et les deux objectifs principaux de ce consortium, c'est de fédérer l'écosystème francilien des communications quantiques. Et le deuxième, c'est de fournir à la région Île-de-France un outil compatible avec les communications quantiques et notamment valider, tester ces communications. Et pour Orange, à terme, c'est proposer à certains clients qui nous ont déjà sollicité une offre de communication quantique et notamment on parlait des banques, c'est les gens qui s'intéressent. Bizarrement, c'est étonnant. J'avais envie de vous demander des noms et on se coupe, mais... Non, je ne donne pas de nom, mais je donne le domaine. Mais bon, c'est un enjeu majeur aussi bien pour les États, pour l'Europe, pour aussi bien les organismes privés que publics. Alors, il faut savoir qu'il y aura une étape suivante, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, il y a une structuration, en gros, il y a un projet qui s'appelle EuroQCI qui a pour objet de déployer à l'échelle européenne un réseau basé sur les communications quantiques. Et je pense que le projet Paris Région QCI sera une pierre angulaire de la contribution française à ce futur projet, à ce futur réseau pan-européen. Oui, ce consortium, c'est forcément un des moteurs, un des drivers de ce nouvel écosystème. Et puis surtout, j'aimerais qu'on revienne sur le fait que ça va permettre concrètement de sécuriser en temps réel les échanges de données confidentielles. Et ça, forcément, c'est important. Au moment où, évidemment, on revient beaucoup sur la sécurisation des data, de notre privacy, sur le fait de se dire que dans un tas d'applications technologiques en matière de voitures autonomes ou de véhicules autonomes, par exemple, la sécurité, c'est clé. Sans sécurité, il n'y a pas de développement, même pour les utilisateurs possibles. Pas de confiance, pas de sécurité. Et on revient sur notre équation de départ. C'est fondamental, ça, encore une fois. On peut aujourd'hui penser à des technologies quantiques qui seraient sécurisées by design ? Pas vraiment, ok. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, la grande force des communications quantiques, c'est qu'on détecte l'intrusion, comme l'a dit mon collègue, l'intrusion instantanément. Et donc, ça permet d'agir, donc de couper le lien et d'éviter les fuites de données, parce qu'on a déjà, tout le monde a entendu les fuites de données, alors aussi bien au niveau des hôpitaux que... En fait, il y a des infos qui sont complètement confidentielles, qu'on ne cherche pas à faire fuir. Alors, le problème, c'est que les technologies actuelles, on s'en rend compte soit parce qu'on a utilisé nos données, soit on les trouve présentes sur Internet. Et donc ça, c'est une technologie qui permet de sécuriser à 100%. Alors après, ça ne sera pas, dans un premier temps, c'est pas grand public. Il faut savoir, parce que c'est cher et il y a des limitations de distance. On est en dessous de 100 km. Mais l'objet du projet, du consortium, en fait, c'est de réduire les coûts et d'améliorer les caractéristiques de ces technologies qui existent déjà. C'est-à-dire que c'est des systèmes qu'on peut acheter. Et je voudrais revenir sur les partenaires. Je n'ai pas parlé des partenaires. Allez-y. Évidemment, il faut des partenaires. C'est un écosystème qui Donc, j'ai commencé par les 4 startups. Donc, la première, c'est Candela, qui est sur le plateau, qui développe des sources de photons uniques. Il y a VeriCloud, qui travaille sur des architectures alternatives de réseaux quantiques. Cryptonex, qui développe des algorithmes post-quantiques pour sécuriser les communications quantiques. Et en dernier, un point que je voulais bien préciser, il y a une entreprise une start-up qui s'appelle Quetz Quantum,
qui est une entreprise, une start-up britannique qui a rejoint le consortium. Donc on est suffisamment attractif pour venir travailler sur le plateau. La rançon de la gloire. Et donc qui ont développé un système de QKD en optique intégrée. Enfin en gros, un système qui permettrait de réduire les coûts et l'intégration, la taille des systèmes. Et pour finir, les 3 laboratoires académiques sont l'Institut d'optique, Télécom Paris et Jussieu, donc à Paris. Et puis les grands groupes sont Thales, Nokia Bell Labs et Orange, évidemment, qui est le chef de file du projet. Et rapidement, il y a 3 segments. Le premier segment, ça va être une liaison entre le plateau de Saclay et Châtillon, où se trouve Orange Garden, qui est la R&D d'Orange. Donc on espère envoyer les premiers photons d'ici la fin du mois de juin. Et après, il y aura 2 autres segments. Un autre qui ira vers Paris Intramuros à Jussieu, et un autre qui ira vers le sud de la région à Nozay, donc à Nokia Bell Labs. Donc on aura en gros une portée de 50 à 60 km entre le sud de la région et Paris Intramuros pour tester ces technologies de communication quantique. Et à terme, on pourra évoluer, on a discuté tout à l'heure, sur ce qu'on appelle du quantum computing partagé, enfin distribué, qui permettra, en gros, c'est des calculateurs qu'on distribue dans le réseau, qui pourraient, en gros, ça revient à augmenter la force du calcul en utilisant plusieurs calculateurs. Voilà rapidement. Si on peut aider à Paris-Saclay Spring à favoriser les discussions, on est là pour ça. Voilà. Et on a essayé de recruter des gens pour Pascal, on a passé une petite annonce, des gens pour un MOOC, on est là. Merci infiniment, messieurs. Vous le voyez, c'est vraiment tout un écosystème du quantique qui se met encore une fois en ordre de marche, qui est complémentaire. Et évidemment, on aura besoin des talents et des cerveaux de toutes celles et tous ceux qui vont faire briller ce quantique à la française et à l'européenne aussi, puisque évidemment, on ne peut pas y arriver seul. Merci messieurs. Rendez-vous en 2023 pour vous, Philippe. Rendez-vous en 2024-2025 pour Pascal. Et dans quelques instants, vous le savez, on passe à une nouvelle session Spring 50. La course aux startups continue aujourd'hui sur le plateau de Paris-Saclay Spring. Des pépites qui, cette fois-ci, Sandra, vont porter haut les technologies numériques.